Bonjour à tous, bienvenue dans cette session Xamarin Android qui va vous expliquer que non, les applications Android ne sont pas énormes avec Xamarin. Pour information, il y a un petit décalage entre vos questions sur le chat et mon discours, environ d'une trentaine de secondes. Donc n'hésitez pas à poser des questions et quand je les vois apparaître dans le chat, j'essaie d'y répondre dès que je peux. Alors, j'ai fait la première session ce matin en anglais, mais j'ai constaté qu'il y avait quand même quasiment que des francophones, donc je vais faire celle-là en français. Donc, je m'appelle John Thirier, je travaille chez Edenred en tant que Lean Engineer. Donc, je suis basé à Paris. On a la plupart de nos équipes de développement qui sont basées à Bucarest, en Roumanie. On a plus d'une dizaine de développeurs Xamarin, si je puis dire comme ça. Et pour ma petite expérience, moi j'ai plus de 13 ans en .NET, j'ai plus de 8 ans en mobile. J'ai fait un peu diverses choses, j'ai fait du web, du Silverlight, du Windows Phone, paix à son âme, et du Xamarin maintenant depuis de nombreuses années. L'écosystème Xamarin, c'est essentiellement un ensemble d'outils et de langages de programmation, donc essentiellement C#. Et il est important de voir que Xamarin, c'est quelque chose qui permet à un développeur .NET de faire des applications pour Android, iOS, watchOS, tvOS, macOS, Windows, et dans le futur avec MAUI, peut-être encore d'autres plateformes. Je sais qu'il y a aussi des bindings pour Linux qui existent. Ils ne sont pas directement supportés par Microsoft, mais c'est des choses qui existent. Et là, on va vraiment se focus sur la partie Android. Donc, quand on veut faire du développement Android, avec Xamarin, il y a deux approches principales, Xamarin Android et Xamarin Forms. Il y a une légende urbaine que j'ai entendue durant de nombreuses années qui était que les applications à Xamarin sont énormes. Alors, elles sont plus grosses par définition qu'une application native puisque Xamarin est une surcouche. À partir du moment où vous rajoutez une surcouche, vous rajoutez quelque chose. Et ce coût, on doit le payer à un moment ou à un autre. Néanmoins, j'ai souvent entendu qu'une application Android ne pouvait pas être en dessous de 20 mégabits ou quelque chose comme ça. Ça, c'est complètement faux. Ça, on peut faire des applications qui sont très très petites. Et pour répondre à la question qui est est-ce qu'on peut faire une Instant App sous Xamarin Android, de mémoire, la limitation des Instant Apps c'est d'1,4 mégabits. Du coup, je pense pas que ce soit possible avec. Mais c'est pas que techniquement c'est pas possible, c'est que le poids, la limitation en termes de poids fait que c'est pas possible. C'est encore deux choses différentes. Quand on fait du Xamarin Android et du Xamarin Forms, il y a différents impacts. Xamarin Forms est une surcouche à Xamarin Android qui est une surcouche au natif. Donc, le coût de Xamarin Forms est plus élevé que le coût de Xamarin Android. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Xamarin Android, c'est vraiment, grosso modo, je développe une application Android native exactement de la même manière. J'ai des activités, j'ai des fragments, j'ai des layouts XML, j'ai tout ça. Sauf que mon langage de programmation, c'est du C# et je tourne sur .NET. Mais sur la partie UI, sur la partie API pour accéder aux données, etc., tout ça, c'est comme si c'était du Java ou du Kotlin en termes d'API. Que ce soit Xamarin Android ou Xamarin Forms, tout le monde dépend des toolings Android pour gérer les problématiques de poids. Et Xamarin a aussi un certain nombre de tools qui sont utilisés pour gérer son propre poids à lui. Et ce que j'ai souvent vu, c'est que on a beaucoup de développeurs qui ne connaissent pas ces outils, ou alors qui ne savent pas les utiliser, ou alors qui n'ont pas eu le temps de les mettre en place sur certaines applications. Et pour la problématique de temps, on reviendra là-dessus un tout petit peu après. On a regardé, j'ai regardé plusieurs sessions aujourd'hui et on est tous à peu près d'accord que plus une application est légère, mieux c'est. J'étais sur une session PWA juste avant, excellente session au demeurant, et effectivement, plus une application est légère, mieux on se porte. Et il y a une chose qui est importante à noter, c'est que nous, chez Edenred, alors je ne sais pas si vous connaissez Edenred, mais Edenred, c'est en grosso modo en France, ils font des tickets restaurants, ils font des tickets Cadeos, mais Edenred, c'est présent dans une quarantaine de pays, et moi, je suis au niveau groupe.
Et forcément, sur 40 pays, on a des différences, à la fois en termes de produits, mais surtout, ce qui nous intéresse, en termes de téléphone. Donc, on va avoir des pays où l'Internet mobile va être très rapide et les gens sont globalement équipés de téléphones plutôt bons. Quand je dis plutôt bons, c'est des moyens de gamme de 2 ans, on va dire, à des pays où là, l'équipement est quand même pas du tout le même. On a besoin de faire attention au code qu'on écrit. Certains pays en Amérique du Sud, notamment, ont des réseaux mobiles qui ne facilitent pas la vie des grosses applications. Et du coup, comme l'objectif principal de développeur de toute application, c'est que son application reste sur le téléphone de l'utilisateur, dans ce genre de pays, il faut faire des efforts supplémentaires pour pouvoir gérer les problématiques de poids. L'idée, c'est donc d'avoir une application qui se télécharge plus vite, qui démarre plus vite, parce que moins il y a de trucs à charger au niveau du système, bah, plus ça va démarrer vite, moins ça utilise de mémoire, moins ça utilise d'électricité. Et du coup, tout ça mis de bout en bout, vous avez plus de chances que votre application reste sur le téléphone. Après, il faut que votre application soit utile pour rester sur le téléphone, mais c'est hors scope de cette présentation, bien évidemment. Et comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre exactement comment est constituée notre application? Et ben pour ça, on a un outil qui s'appelle APK Analyzer qui existe dans Android Studio. Et il vous permet de prendre un APK, de l'ouvrir et de voir quelle est la répartition. Là, on a un exemple à l'écran où on voit que j'ai 84% du total de mon application qui est situé dans le dossier lib. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer rapidement sur une application de base ce que ça donne. Donc, mon application ici, c'est du Xamarin Android, c'est pas du Forms. J'ai un téléphone ici qui a cette application. Quand je clique dessus, ça change l'image. Un truc qui est vraiment basique de chez basique, hein. C'est pour illustrer. Au demeurant, ce téléphone est un Huawei, donc il n'y a pas non plus de service Google qui tourne dessus, ce qui limite d'autant plus les potentielles problématiques de taille. Là, je voulais que ça reste vraiment très très simple. Du coup, j'ai Glide, que vous connaissez probablement, qui permet de charger une image. Je la charge, je la change, et voilà. Donc, au niveau des dépendances de mon application, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai Glide, j'ai Android X, j'ai Xamarin Essentials, et voilà. Après, c'est juste les trucs de base qu'on est obligé de retrouver dans toutes les applications mobiles. Vous voyez peut-être pas forcément chacun des petits items à gauche, mais je vais vous décrire. On a 2 images. Là, j'ai un JPEG. Hop là, je vais vous les montrer directement dans le desktop 5. Donc, on a un JPEG à gauche qui fait 464 kg et un PNG qui fait 1,4 mégas. Et comme je suis un développeur débutant sur la plateforme, je ne me suis pas posé de questions existentielles. On m'a donné une image, je l'ai mise, je suis content, elle s'affiche. Voilà. Donc, bien évidemment, le poids de cette image va se retrouver dans l'appli et on va voir comment on peut l'analyser derrière. Dans mon activité principale, j'ai rien de particulier, j'ai juste l'image ici. Donc, on est sur du truc qui est pur standard. On reviendra sur Visual Studio un peu plus tard. Dans Visual Studio, lorsque vous buildez une application, vous faites Archive for Publishing et en faisant ça, ça vous permet de générer une application. Et après, vous voyez ici les tailles qui s'affichent. Donc ça, c'est une version debug où j'ai rien retiré. Ça, c'est une version release où j'ai rien retiré, mais l'idée, ça va être d'analyser le truc. Donc, je vais passer sur Android Studio et on va voir comment on ouvre un APK. Donc, pour ça, vous allez aller dans Build, vous allez aller dans Analyze APK et ce faisant, vous allez pouvoir sélectionner l'APK qui vous intéresse. Donc là, on va prendre le numéro 1 et on voit du coup que celui-là, il fait 22 mégabits. Il y a beaucoup de choses dedans. On a 58% de notre taille d'application qui est consacrée aux assemblies. Donc, les assemblies, c'est le code .NET. La partie lib, vous voyez ça comme toutes les dépendances natives que vous avez, y compris, du coup, Xamarin, parce que Xamarin va se retrouver ici. Quand vous voyez Mono, Xamarin, etc., vous savez à quoi vous avez affaire. Vous avez vos ressources. On voit que les ressources pèsent quand même 1,7 mégabits. On a le Dex et on peut voir ce qui se passe aussi dans le Dex, les choses qui sont à l'intérieur. Si vous voulez voir dans Xamarin, on peut voir qu'il y a un certain nombre de choses et à toutes les méthodes qui sont utilisées.
Donc, quand on fait de l'optimisation très avancée, on commence à aller regarder là-dedans. Si je regarde la PK2, que j'ai compilée en release avec des options standards, je me retrouve du coup avec la partie lib qui passe en premier et puis la partie assemblies. Donc, je suis à 5,2 MB, alors que tout à l'heure, la partie lib, j'étais à 5,4. Donc, elle a un peu perdu, mais j'ai pas tant perdu que ça pour Mono. En revanche, la partie assemblies, elle a fondu. Donc, on était à 12 MB et maintenant, on passe à 1,9. Donc, vous voyez déjà, en choisissant quelques petites options dont je vous parlerai tout à l'heure, on peut réduire la taille de l'application. Maintenant, une petite option intéressante dans Android Studio là-dessus, c'est le Compare with Previous APK. Vous pouvez sélectionner l'APK d'avant et vous faites des comparaisons de taille. Donc là, je crois que je suis sur le 2. Donc si je vais prendre le 1, il nous dit, voilà, bah, quelle est la différence entre les deux. Tu as gagné 14 mégabits ici, etc. Donc c'est vachement bien pour se rendre compte tout de suite de là où on fait les gains. Cet outil, il est dans Android Studio. Android Studio, c'est gratuit. Vous pouvez l'installer et du coup faire tout ce que vous voulez, même si vous faites du Xamarin. Si néanmoins vous utilisez Rider de JetBrains, c'est aussi disponible à l'intérieur. Hein. Pour rappel, JetBrains, ils sont aussi à l'origine d'Android Studio. C'est leur code qui tourne. Du coup, on peut retrouver les mêmes outils. Ça, c'était juste pour la petite illustration. Revenons rapidement sur les slides. Qu'est-ce qu'il faut regarder à l'intérieur de notre APK Analyzer? On va regarder les ressources. On reviendra tout à l'heure là-dessus, mais c'est ça qu'on regarde en premier en général. Les assemblies, les libs et enfin le DEX. C'est vraiment là-dessus que vont se jouer les problématiques de taille dans les applications Android. Et quand je dis Android, essentiellement Xamarin ici aussi. Donc voilà, on va commencer un petit peu le régime. On va manger équilibré. Après le confinement, ça peut faire du bien. Et on va regarder les ressources. Alors, les ressources, c'est généralement là qu'il faut attaquer en premier, parce que c'est assez facile de gagner de la place sur les ressources. Et en tant que développeur, si on n'a pas un designer qui nous fournit des bons assets, on n'a pas forcément connaissance des outils qu'il faut utiliser. Et le designer lui-même n'a pas forcément connaissance des bonnes pratiques mobiles. Les problématiques de taille dans une application, c'est quelque chose qu'il faut attaquer dès le début. Plus vous l'attaquez tôt, mieux ça va se passer. Et sur le projet principal sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès la conception de l'application. Et certaines guidelines que je vais vous dire se retrouvent ici. La première chose, c'est supprimer les images que vous n'utilisez pas. Ça paraît bête, hein, mais il y en a pas mal déjà qui sont ajoutées et qu'on n'utilise pas. Ensuite, convertissez vos images, optimisez vos images. Pour ça, il y a un certain nombre d'outils qui existent et je vais vous montrer un petit peu comment les utiliser. Vous pouvez convertir vos images en WebP aussi, parce que Android gère nativement le WebP depuis, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est depuis les API 16, ou à minima depuis API 21, ça c'est sûr, mais je crois que c'est 16. Et du coup, là, vous êtes à peu près tranquille. Le WebP, c'est un format qui compresse vraiment très, très bien. Encore mieux, faites des assets vectoriels. Ça, en tant que développeur, on ne peut pas repasser là-dessus. Il faut vraiment que ce soit à l'origine, que ce soit un designer qui les fasse ou que vous ayez des compétences de designer pour les faire. Et surtout, n'utilisez pas d'images embedded. Donc, les images embedded, essentiellement pour ceux qui font du Xamarin Forms, c'est un réflexe qu'on peut avoir, consiste à mettre des images, pas dans le code Android, pas dans les assemblées Android, mais vraiment dans les assemblées .NET et de les mettre à l'intérieur là-dedans. Sauf que Android, il y a des mécanismes de sélection d'images en fonction de la résolution du téléphone, en fonction du DPI, en fonction de plein de paramètres. Et si vous faites une image embedded, vous ne pouvez pas tirer parti de ces choses-là. Donc, pour convertir les images ou les resizer, vous avez certains outils en ligne de commande. Moi, personnellement, je suis sur Mac, donc j'ai installé un peu tous ces trucs-là. C'est assez facile. Et vous pouvez convertir, du coup, une image en une autre. Et à partir du moment où vous avez une ligne de commande, c'est quelque chose que vous pouvez scripter, que vous pouvez réutiliser à outrance. Et vous pouvez aussi convertir en WebP en ligne de commande. Il y a les documentations sur le site de Google. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur ce genre de script, sachez que vous pouvez scripter en faisant ce genre de choses. Pour info, ça c'est le script que j'utilise pour mon site web. Il repasse sur toutes les images de mon blog et il les recompresse avec du coup les paramètres que j'ai choisis. Je ne dis pas que c'est ce qui est le mieux pour vos apps,
mais c'est une illustration que vous pouvez optimiser assez facilement à minima le poids des images, même sans parler de son resize. Vous êtes intéressé, vous me demanderez le script, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Revenons sur le slide. Les assets vectoriels. Donc, vous avez remarqué que tout à l'heure dans mon application, j'avais une image d'une teapot et qu'elle était dans un format, je crois, JPG qui faisait aux alentours de 500 kg. Ce qui n'est pas forcément très utile parce que, comme on le constate, le design de ce truc-là est relativement simple. Il y a 3 à 4 couleurs avec quelques dégradés, etc. C'est quelque chose qui peut être fait en vectoriel sans aucun souci. Donc, si vous avez un designer, vous pouvez lui dire, file-moi le SVG, et grâce à Android Studio, je vais le convertir en un asset vectoriel pour mon application Xamarin. Donc, comment ça se passe? Retournons dans Android Studio. Vous créez un projet vide qui ne fait rien. Vous allez dans Drawable, vous faites New Vector Asset, voilà, ici. Vous choisissez le chemin vers votre image. Donc là, j'ai mon CoffeePot et j'ai mon SVG. Et ce faisant, il va vous générer un iccoffeepot.xml qui est un fichier vectoriel de Android et que vous pouvez directement intégrer dans votre application Xamarin Android. Nous, c'est essentiellement ce qu'on a fait sur toute notre application, c'est-à-dire que la quasi-totalité de tous les designs qu'on utilise sont vectoriels. Ce faisant, le poids est très faible, puisque si on regarde le poids dans le terminal, je vais juste faire un get info de ce côté-là, ça fait 6 kg. Donc, on est quand même très très loin des 500 kg de l'image de tout à l'heure. Et là, j'ai une image. Imaginez si vous faites ça sur 50, 60, 70 images de vos applications, vous allez avoir des réductions de taille qui vont être extrêmement conséquentes. Alors, les assets vectoriels sont un peu plus lents oui, le vectoriel ne se pixelisera jamais aussi, donc c'est un bonus. Et le vectoriel a un petit inconvénient, c'est qu'il est un tout petit peu plus long à charger, mais honnêtement, même sur des vieux téléphones, je ne le vois pas. Ça se passe vraiment très très bien sur notre application, on n'a aucun souci là-dessus. Ensuite, ce fichier XML, vous le copiez-collez de votre application Xamarin et tout va bien se passer. Si on regarde un peu plus dans le détail, j'ai fait quelques exemples de conversion où on voit que ma CoffeePot, elle était à 500 kg, elle passe à 240. Ensuite, en WebP, je suis allé à 20 kg. Donc, on est quand même déjà sur du pas mal. 20 kg, c'est une sacrée réduction de taille. Pas de possibilité de demander une source vectorielle. Vous avez peut-être la possibilité de passer par du WebP. Et à la fin, en XML, ça fait 6 kg, donc c'est vraiment très très léger et il ne faut pas se priver. Si je fais la même chose avec l'image du singe que j'avais tout à l'heure, ça se passe assez facilement. Donc, je peux convertir en WebP, sinon je peux le faire avec un autre outil. Donc, je vais le faire avec Pixelmator, c'est un outil que j'ai sur ma machine. Mais vous pouvez utiliser la ligne de commande de tout à l'heure. L'avantage de Pixelmator, c'est qu'il va me dire quelle taille ça va faire. Donc, si je fais un export for web, je choisis mon format. Alors, pas for web, du coup, export. Je choisis WebP, je choisis la compression et vous voyez en live qui m'affiche la taille que ça va faire. Donc, je peux tester plusieurs versions et me dire, essayer d'aller au plus bas possible pour avoir le truc le plus petit et qui s'affiche toujours bien. Je peux changer les color profiles. Bon, c'est un outil professionnel, il coûte pas très cher, mais c'est un outil professionnel. Mais encore une fois, la ligne de commande donne d'excellents résultats également. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Retour au slide. Une fois qu'on a géré les images, c'est bon, on a pu 5 mégas à gagner sur 200 images. Maintenant, il faut s'attaquer au code en tant que tel. Et pour ça, il faut regarder les dépendances. Dans une application Xamarin, on ajoute les dépendances grâce à NuGet, ou directement en référençant les DLL, mais essentiellement du NuGet. Et parfois, vous récupérez un code, vous copiez-collez un code existant et vous utilisez une dépendance qui, au bout d'un moment, vous vous en servez plus, ou vous ne l'avez jamais utilisé parce que je ne sais pas quoi, et vous l'avez laissé dans le code. Si vous ne faites pas attention, cette dépendance, elle va rester là. Donc, la première chose à faire, c'est de nettoyer les choses que vous savez que vous n'utilisez pas.
Ça paraît vraiment basique comme conseil, mais ça fait gagner énormément de poids également. Ensuite, quand je dis essayer d'être aussi natif que le possible, ça veut dire que si vous avez le choix entre deux bibliothèques qui font la même chose, une qui est en .NET et une qui va être native, avec un binding, vous allez avoir des chances non négligeables que la version native fonctionne mieux et soit plus légère. C'est pas sûr à 100%, mais ça se retrouve pas mal. C'est une des raisons, par exemple, pour laquelle j'utilise Glide dans cet exemple. Ensuite, si vous avez introduit beaucoup de dépendances dans votre projet et que, surtout maintenant avec Android X, on a des packages NuGet à la chaîne qui ont des dépendances les uns avec les autres, on en ajoute un et on peut se retrouver avec 10 dépendances, 12 dépendances, 13 dépendances. Et si on ne fait pas attention, à un moment ou un autre, on va se retrouver avec un package qui va référencer Picasso, par exemple. Picasso, qui est une autre bibliothèque, qui fait la même chose que Glide, fonctionnellement parlant, qui techniquement a des différences, mais on se retrouve avec deux bibliothèques qui font la même chose. Alors peut-être que moi je préfère Glide, mais est-ce que ça vaut le coup que ma préférence technique de Glide ajouter du poids à l'application alors que Picasso fait la même chose et qu'il est déjà référencé par une des dépendances dont j'ai besoin? Et ça, c'est le genre de question que vous allez devoir vous poser. Moi, j'ai la réponse, hein. Tant pis pour Glide. Dans ce genre de situation, je rebascule sur Picasso parce que de toute façon, ma dépendance, je ne peux pas la changer. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça que vous pouvez faire aussi pour nettoyer le code de vos applis. Dernière chose, il est facile de référencer des bibliothèques pour une ou deux classes helper. Et ça pose pas de problème quand on est en debug, ça pose pas trop de problèmes sur une grosse appli, ça pose pas de problème si si cette référence, elle est unique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autres références, mais à partir du moment où vous introduisez cette référence à cette assembly et qu'elle-même, elle a d'autres références, bah, vous tirez l'intégralité du package. Vous mettez tout dans votre application. Si c'est pour une ou deux classes helper, peut-être que les licences sur GitHub du code vous permettent juste de copier-coller le code, par exemple. Ou alors que vous êtes capable de passer un peu de temps pour recoder ce code. Ce sont des choses qui vont faire gagner aussi pas mal de poids. Bien évidemment, il y a des outils .NET qui permettent de gérer les problématiques de poids. Donc, la principale, c'est le linker. Le linker, c'est quelque chose qui vient de Mono, qui est en cours d'adoption, je vais dire, côté .NET Core. Ils sont en train d'en refaire un, je ne sais pas, dernière nouvelle, je ne sais pas si c'est en version finale ou pas, mais en tout cas, ils sont bien dessus. L'idée, c'est de prendre votre code, d'essayer de regarder ce qui n'est pas utilisé et de le dégager. Du coup, quand vous avez compilé votre application, après, en théorie, il ne vous reste que ce qui est vraiment utilisé. Bon, vous avez trois options, d'ailleurs une erreur dans le slide, je ne sais pas pourquoi il y a wine. Vous avez trois options disponibles. La première, c'est Don't Link. Celle-là, c'est que pour le mode debug. Ne la mettez pas en prod, sinon ça vous donne l'application que je vous ai montrée. C'est un 25 mégas pour un Hello World, ce qui n'a aucun intérêt. Vous avez Link SDK Assemblies Only. Ça veut dire qu'il va essayer de nettoyer que le code .NET pas utilisé, le code du framework .NET, mais il ne va pas regarder ni dans votre code, ni dans vos dépendances. C'est la version simple, celle-là, elle marche toujours. Et la meilleure, qui est Link All Assemblies, celle-là, elle va regarder partout. Donc, dans votre code et dans vos dépendances. Donc, il faudra faire attention si vous activez ça, parce que par définition, ça retire du code. Puisque ça retire du code, ça fait une exploration statique du code, et ça retire ce qu'il pense ne pas être utilisé. Mais c'est juste ce qu'il pense. Parfois, il va retirer des choses qui sont utilisées par réflexion. Et la réflexion, ce n'est pas accessible par une exploration statique du code. Et du coup, il faut l'aider un petit peu pour le configurer. Et plus vous allez activer cette option tôt dans la vie du projet, plus ça va être facile de gérer. Parce que quand vous ajoutez une nouvelle dépendance avec l'appli se met à cracher, bah, vous savez que c'est parce que vous avez ajouté la nouvelle dépendance. Alors que si vous avez 2 ans de projet derrière vous et que vous activez ce flag-là, bah, ça va casser potentiellement à cause de 5, 6, 7, 8 sources d'erreurs différentes qu'il faudra gérer les unes après les autres. Donc, ce sera beaucoup plus difficile. Pour notre projet, ça, c'était activé depuis le début. Alors, comment se passe la configuration? C'est une manière assez simple. Vous pouvez ajouter un attribut preserve sur les classes que vous souhaitez garder. Ça, c'est quand vous avez la main sur le code, vous faites ça.
vous mettez un petit attribut preserve. Alors, notez que là, c'est Android Runtime Preserve. En fait, on s'en fiche que ce soit Android Runtime. Vous pouvez créer un attribut. À partir du moment où il s'appelle Preserve et qu'il a les mêmes champs que celui-là, ça marche. Et c'est important parce que forcément, si vous avez des choses à préserver dans votre code partagé, ce code partagé n'a pas accès au Android Runtime. Ça, c'est la petite subtilité. Dans notre projet, on en a un du coup qui est à la racine de nos codes partagés et qu'on met un peu partout. Vous pouvez aussi supprimer un certain nombre d'assemblis directement. Si vous voulez pas vous embêter parce que vous savez que cette assembly fait un usage absolument incroyable de réflexion. Je peux penser notamment à certains assemblis comme JSON.NET qui, vu qu'ils parsent du JSON, utilisent pas mal de réflexion. Donc, ça peut être plus simple d'utiliser ça en lui disant, bah, écoute, t'actives le linker partout, mais ça, c'est même pas la peine de regarder parce que ça va casser dans tous les sens. Maintenant, bien évidemment, on peut être un peu plus précis que ça. Et pour ça, vous pouvez déclarer un fichier qui s'appelle en général linkerdescription.xml. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et ce fichier, vous allez pouvoir écrire dedans du coup des règles qui sont documentées dans les documentations de Microsoft, écrire des règles pour lui dire quel type préserver, quel genre de choses préserver. Donc, vous pouvez lui dire de préserver tout. Par exemple, en bas, là, vous voyez type full name my other étoile. Donc, il y a un wildcard. Ce truc-là, ça va préserver tout ce qui match cette wildcard-là. Et c'est au niveau du type que ça se fait. Donc, il va préserver loin. Dans le premier cas en haut, il va aller préserver le constructeur et il va aller préserver les champs, mais il peut supprimer des méthodes, d'autres méthodes si elles ne sont pas utilisées. Vous voyez, on a quand même un certain nombre d'options de configuration et ça, il faut jouer avec. Il n'y a pas de secret. C'est la pratique qui vous permettra d'écrire des meilleurs fichiers. Et si on regarde dans notre projet sample, j'en ai écrit un rapide, enfin écrit un, j'en ai copié-collé un, où je lui dis grosso modo de tout préserver et surtout ça. Il y avait un bug historiquement, il a été corrigé depuis, mais il est resté historiquement celui-là. Et vous pouvez aussi préserver Newtonsoft.json si vous voulez de cette manière-là. Donc, vous avez certaines options. Ce qui est important, c'est que ce fichier, dans ses actions, alors, il va y arriver ou pas? Tac. Voilà. Ce soit une build action en link description. Et ça, c'est ce qui va permettre à Xamarin de savoir qu'il doit lire ça. Maintenant, les outils natifs. Maintenant qu'on a fait le ménage dans notre code .NET, on a quand même des références natifs. Si vous avez utilisé Glide, si vous avez utilisé Picasso, si vous avez utilisé, je sais pas moi, Google Maps, Huawei Maps ou n'importe quel autre truc, vous avez des références sur des bibliothèques natives qui traînent. Et peut-être que certaines de ces références, vous n'en voulez pas, mais vous n'avez pas le choix parce que, je ne sais pas moi, par exemple, Firebase dépend de tel truc et ce truc-là, vous en utilisez que 10%, mais vous êtes obligé d'avoir la référence. Et tout comme le linker, côté .NET, avec R8, qui est le remplaçant de ProGuard, vous allez pouvoir contrôler le linker de Java, excusez-moi, mais plutôt le linker d'Android, qui va dire de dégager tel et tel type, telle et telle méthode, etc. Alors, ce sera un autre fichier de description, on le verra. Celui-là, vous pouvez l'utiliser sur des applications Android natifs. C'est exactement le même. L'idée étant que le remplaçant là, de ProGuard, qui s'appelle R8, garde une compatibilité avec ProGuard, mais implémente des nouvelles fonctionnalités également. Ne serait-ce qu'en activant D8 dans les propriétés de votre projet, vous allez déjà gagner environ 15% sur votre DEX file. Alors, le DEX, c'est important. C'est généralement pas la source principale en termes de poids d'application, mais moins vous avez de méthodes, plus votre DEX va être petit, plus l'application sera rapide aussi. Donc, c'est important de quand même jeter un œil. Et on sait probablement tous ici que le multidex, c'est pas super quand il se retrouve activé dans une application. Donc, au niveau de la configuration ProGuard, vous pouvez créer un fichier qui s'appelle proguard.cfg ici. C'est une convention, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Pareil, c'est la build action qui fait foi. Et dedans, vous pouvez mettre un certain nombre d'attributs.
Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, il y a des super conférences sur le sujet données par des gens de Google, justement sur les Google I.O., etc. Il y en a à peu près une fois par an, il y a une session qui parle de comment on fait pour gérer ProGuard correctement. Ça évolue toujours et c'est très très intéressant. Et en tant que développeur Xamarin, ça va vous aider. C'est-à-dire que les nouveautés de Kotlin, c'est très intéressant, mais au quotidien, ça ne va pas forcément vous aider. Celle-là, au quotidien, va vous aider. Si vous êtes intéressé par des liens, je pourrais les partager plus tard. Finalement, une fois qu'on a géré tout ça, qu'on a combattu les problématiques, on a extrait, enfin, on a supprimé le code qui n'était pas utilisé côté .NET, qu'on a géré le code Java aussi, Kotlin, etc., le code Android, qu'on a réduit la taille de nos images, qu'on a demandé aux designers, autant que faire se peut, de nous donner des designs vectoriels, en choisissant les bonnes résolutions, etc. Lorsqu'on va activer les App Bundles, on aura aussi un gain important. Donc, un bundle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau format de publication pour les applications Android qui a été introduit par Google. Alors, il est compatible aussi App Gallery. Je ne sais pas pour les autres plateformes, si Samsung ou autres le font, mais en tout cas, Huawei et Google le gèrent. C'est important parce que, en fait, ce qui se passe, lorsqu'on va déployer un bundle, on va donner notre clé de signature à Google, à Huawei et potentiellement à d'autres. Ils vont prendre notre App Bundle qui contient l'intégralité du code de notre application, donc toutes les plateformes, tous les API, etc. Et à chaque fois qu'un utilisateur va demander à télécharger l'application, ils vont délivrer à cet utilisateur une application qui sera parfaitement adaptée au téléphone, sans les ressources qui ne sont pas utiles pour ce téléphone. Donc, pour ça, il y a une grosse matrice où ils vont regarder la taille de l'écran, ils vont regarder la densité en termes de pixels, ils vont regarder les langues présentes sur le téléphone, ils vont regarder le type de processeur, etc. Et rien qu'en activant ça, déjà, vous faites d'énormes gains. Chez nous, ça a résulté à 40% de gains pour le téléchargement de l'application. Et je parle juste du téléchargement. Bien évidemment, plus c'est petit au téléchargement, à l'installation, ce sera beaucoup plus petit aussi. Parce que votre application sera beaucoup plus légère, il y aura moins téléchargé de choses. Une chose que j'ai dite ce matin, mais que je n'ai pas répété dans ces slides-là, c'est que les assemblies .NET sont maintenant compilées par défaut avec un nouvel algorithme de compression qui s'appelle SZ4, qui fait gagner aussi énormément de taille sur le code .NET, donc sur les assemblies dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous avez une vieille application Android, que vous n'y avez pas touché, il y a des chances que vous ne bénéficiez pas de ce truc-là, même si l'application elle a un peu plus de 1 an. Maintenant, si vous reprenez la même application, que vous la compilez, elle sera plus petite. Par défaut, parce que c'est le comportement par défaut. Et du coup, c'est vraiment bête de s'en passer. Pour activer toutes les options dont on a parlé précédemment, ça se joue dans les propriétés du projet Android. Donc, vous allez activer le AAB pour App Bundle, vous allez activer D8 et R8, et ce faisant, vous allez être très très bon. Une fois que ça c'est fait, j'ai oublié un petit truc, tester un App Bundle, c'est pas comme tester un APK. Vous pouvez déployer un APK automatiquement sur votre téléphone, c'est très facile. Pour déployer un App Bundle, c'est pas aussi facile. Donc, il y a un certain nombre de lignes de commande qui existent. Pour ça, il faut télécharger un outil qui s'appelle Bundle Tool. Alors, Visual Studio l'a, Android Studio l'a également, mais vous pouvez le télécharger, c'est un jar. Et pour l'exécuter, vous faites ce genre de commande-là, et ça va vous permettre de générer un APK. La première commande qui est ici, ça génère un APK dit universel. Du coup, c'est comme si vous aviez, dans l'écran précédent, au lieu de A à B, vous aviez sélectionné APK. Donc, vous ne bénéficiez pas du tout du gain de taille. En revanche, vous avez la possibilité de générer un APK qui est spécifique pour la taille de pour votre téléphone actuellement connecté. Donc là, pour mon Huawei, j'aurais pu générer un APK qui est spécifique. Par définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait retiré la partie ARM 32 bits et les quelques ressources pas utilisées. Et ce faisant, sur une petite application comme ça, j'aurais quasiment divisé la taille de l'appli par 2, puisque c'est essentiellement mes assemblées qui pèsent. Donc, maintenant qu'on a vu ça, il y a tout un ensemble de best practices qui est important de se rappeler.
Demandez à vos designers de faire des vecteurs assets. Activez le linker et ProGuard dès le début et faites les configurations les plus précises possibles. Si vous dites conserver toute l'assembly, ça ne sert à rien. Si vous dites conserver toute la bibliothèque Glide, ça ne sert à rien. Allez conserver le strict minimum nécessaire. Pour ce faire, vous allez peut-être être obligé d'utiliser des outils de décompilation Java pour comprendre ce qui se passe, pour essayer de voir quelles sont les références dont vous avez vraiment besoin, pourquoi ça crache, etc. Ensuite, à chaque fois que vous ajoutez une dépendance, il faut peser le pour et le contre de ces dépendances. Parfois, vous n'avez pas le choix, parce que c'est une demande métier et vous devez utiliser tel ou tel SDK. Parfois, vous avez le choix. Essayez de vous mettre dans une position où vous avez le choix, ou au moins que vous pouvez donner votre avis. S'il y a une mise en concurrence sur plusieurs SDK, eh ben, donnez votre avis sur s'il y a un SDK qui fait 50 mégas et l'autre qui fait 10, potentiellement, celui qui fait 10 mégas est plus intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il correspond à tout le besoin, mais voilà, il y a un certain nombre de critères qu'il faut vérifier. Et surtout, testez vos builds régulièrement. Pour ce faire, je vous encourage très fortement à mettre en place des systèmes d'intégration continue, quels que soient les outils que vous utilisez. Nous, on fait ça avec de l'Azure DevOps. Ça marche parfaitement bien, on déploie et c'est testé tous les jours par tous les gens de l'équipe. Donc maintenant, si vous avez quelques questions, je suis dispo pour y répondre. Et après, il y a un petit bonus. Donc, il y a 30 secondes de décalage. Je vais attendre que vous posiez ces questions. Et pendant ce temps-là, on va retourner ici. Et on va finaliser le code. Bon, il n'y a pas de questions, visiblement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'image du singe de tout à l'heure, layout, drawable. Je vais supprimer le icmonkey. Le iccoffeepot.jpg. Je vais ajouter ça va être dans le downloads, coffeepot.xml. Je copie. Normalement, il n'y a pas besoin de changer le code. Ça redéploie. Je vais lancer en debug sur mon téléphone. Vous allez voir qu'en termes de design, ça va se passer très bien. Donc, là, ça build. Raison pour laquelle j'ai gardé ça pour la fin. Parce qu'on ne sait jamais exactement combien de temps ça prend à compiler. Là, il est en train de déployer. Boum. Il installe. Voilà. Vous voyez, Vector Asset, ça s'est très bien passé. Même encore mieux parce qu'il y a la gestion de la transparence. Et je peux m'amuser à switcher. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Et si je prends mon application en release, que je vais vérifier les options du projet, vous verrez que j'ai activé débit Terabyte. Je suis toujours en APK, c'est plus facile pour tester. Mais même si je mets un AAB, il va déployer ça. Donc, on va faire le test. Je n'active pas l'AOT. Alors, l'AOT, ça permet d'optimiser les performances, mais c'est un petit coût en termes de poids d'application. Donc, l'activation de l'AOT, vous le faites quand vous avez vraiment terminé de gérer les problèmes de taille. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez rien besoin de changer. Vous déployez votre application. Je ne vais pas gérer l'APK, je vais le déployer directement. Ça va prendre un peu plus de temps à compiler. Et après, on va regarder dans le téléphone quelle taille ça prend pour voir si c'est inférieur aux 5 mégas qui étaient dans APK Analyzer tout à l'heure. On était, voilà. On était sur du 10 mégas. Donc, vu qu'on retire la partie lib ARM V7, là, on devrait gagner quelques kilos. Bien évidemment, l'application sur le téléphone, elle est décompressée, alors que l'application que vous téléchargez depuis Store, elle est compressée. Donc, le gain de place sera moins évident. Et c'est pour vous illustrer qu'une application Xamarin Android, ce n'est pas un énorme mammouth
qu'on ne peut pas faire descendre en dessous de 20 mégas ou de 30 mégas ou je ne sais pas quoi. On peut faire des applications très légères en Xamarin. Donc, déploiement en cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le temps que ça se passe. Voilà. Il déploie, on a la même appli, elle marche de la même manière, il n'y a pas de souci. Je la tue, on va aller dans les propriétés du téléphone, dans les apps. On va regarder. Sur chaque téléphone, c'est toujours différent avec Android. Donc, chaque fois, je cherche. Ça s'appelle comment? Android Size. Donc là, installée, elle fait une trentaine de mégas. Mais comme une fois, c'est complètement décompressé, ce truc-là. Alors que précédemment, c'était compressé. Mais si vous voyez les autres applications du téléphone, il y en a des plus petites, des natives. Mais je vous l'ai dit, une native sera toujours plus petite qu'une application Xamarin. En revanche, on a aussi des applications natives qui font des choses et qui sont plus grosses. En ce qui nous concerne, le poids de l'application aujourd'hui, il se situe à une trentaine de mégas en termes de téléchargement utilisateur pour une application qui a plus de 2 ans d'existence et sur laquelle on a une bonne douzaine de développeurs qui travaillent à temps plein. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité de produire du code, mais ce code, il ne grossit pas exponentiellement. Il se contrôle. Donc, on est arrivé à 45 minutes. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, je suis encore là. Et sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ah, oui, bonne remarque, Pierre-Christophe. J'ai oublié. Je vais repartager l'écran, du coup. Effectivement, la présentation est accessible ici. Donc, elle a été cachée pour l'instant, donc vous pouvez y accéder qu'avec un lien direct, mais je mettrai un lien un peu plus visible sur mon site plus tard dans la journée ou demain. Mais voilà, tout est accessible ici.